pour essayer de répondre à la question que vous venez de me poser, laissez-moi tout d'abord souligner un aspect. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un domaine de recherche et d'une série de questions qui sont assez complexes et qui avaient été profondément influencées par le conditionnement politico-idéologique en Italie dès lors que les historiens s'en emparèrent. Ce qui a eu pour résultat de maintenir ce sujet comme en quelque sorte suspendu entre passé et présent, entre historiographie et politique. Alors je dirais que l'enracinement des légendes, de mythes, de jugements ambivalents, de visions apologétiques et dénigrants sont autant de facteurs qui ont à terme marqué la lecture de l'histoire de la maçonnerie. La réflexion devrait alors s'arrêter, à mon avis, sur le lien établi entre la maçonnerie et les différentes sociétés secrètes qui ont pu se diffuser sur la péninsule à l'époque de la Restauration. Et enfin, diriger l'attention à l'ensemble des contributions concrètes de la franc-maçonnerie au processus d'indépendance et d'unification nationale, c'est-à-dire le processus qu'en Italie on appelle Risorgimento. En revanche, pour remonter aux origines d'une véritable historiographie sur la franc-maçonnerie en Italie, moi je dirais qu'une transition, un passage important à souligner et à évoquer est celui des célébrations du soi-disant jubilé de la patrie, le cinquantenaire de l'unification italienne, c'est-à-dire une occasion qui avait permis aux chercheurs de réaliser les toutes premières recherches documentées sur cette question, et recherche qui avait fait apparaître une lecture consacrée fondamentalement à un problème, au problème de la légitimation historique et morale de la franc-maçonnerie, alors même que cette dernière était en train d'acquérir un rôle grandissant dans la vie politique et sociale du pays. Et la référence est aux expériences administratives, municipales, les soi-disant giunte bloccades, c'est-à-dire des administrations composées par de francs-maçons, des radicaux, des socialistes, qui en fait s'étaient unis pour la modernisation de la ville. Et les deux exemples les plus importants sont notamment celui de Florence et de la capitale, de Rome, administrée au début du siècle par le maire franc-maçon Ernesto Nathan. Là, je suis obligé de faire un saut et d'arriver au fascisme. Pour faire simple, je dirais que pendant la longue double décennie, les choses changent. C'est-à-dire que déjà, au début en fait, du gouvernement de Mussolini, le ton était devenu plus tendu et rude. Nombreux volumes contenant d'importantes sources documentaires continuaient d'être écrits, mais sous une forme polémique. Par exemple, je me réfère à l'ouvrage d'Alessandro Luzio et aux réactions critiques d'un certain nombre d'historiens et d'autres intellectuels, comme Gaetano Salvemini, Adolfo Bodeo, Michele Rosi, Benedetto Croce, Gioacchino Volpe, et un jeune historien très actif sur un plan historiographique dans la période de l'entre-deux-guerres, qui était Nello Rosselli. À l'époque, centrale était devenue l'opération de délégitimation de la franc-maçonnerie promue par les réseaux nationalistes. Et cette délégitimation allait connaître son apogée lorsque la franc-maçonnerie fut mise au bain par le gouvernement de Mussolini. Mais à la fin des années 30, début des années 40, il faut signaler des études qui avaient commencé à fournir à ce sujet une contribution importante. Ce sont les études
d'un historien, hein, Renato Soriga, des études importantes autant pour ce qui est de l'acquisition de documentation inconnue que pour les propositions, je dirais, alternatives et originales portant sur les sociétés secrètes. Et donc des études qui allaient devenir des références plus tard. Le second après-guerre inaugura une longue période de renouvellement des études. On a, pour faire simple, pour synthétiser, on a d'un côté l'accent, je dirais, mis sur la recherche de nouvelles informations et sur une lecture philologique, je dirais, plus rigoureuse de la documentation déjà acquise par le passé. Et de l'autre côté, ce qui avait été promu, c'était une ouverture aux contributions finalement de la littérature étrangère, qui n'était jusqu'alors que très peu, voire pas du tout, exploitée. Nous pensons à la démarche imposée, entre guillemets, par Delio Cantimori quant à la pensée réformatrice et jacobine du XVIIIe et du XIXe, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, ainsi que, je pense, aux œuvres d'Alessandro Galante Garrone, d'Armando Saitta, de Giorgio Vaccarino, et enfin aux œuvres de Carlo Frankovic. Carlo Frankovic, qui était un historien qui, sans aucun doute, a eu le mérite d'avoir effectué, peut-être plus que les autres, celle que j'appelle une sorte de déprovincialisation des études portant sur ce secteur de recherche spécifique, tout en interrogeant méthodiquement la nature complexe des ramifications des sectes à une échelle infime, européenne. Frankovic connaissait plusieurs langues. Cette connaissance importante des langues étrangères lui avait permis en fait d'exploiter plusieurs sources au niveau international autour de l'Europe. Toutefois, cette période n'a été pas exempte du conditionnement idéologique et politique dans une Italie à peine sortie du fascisme. Le climat était alors particulièrement marqué par le caractère emphatique de l'affrontement, entre guillemets, l'affrontement entre Buonarroti et Mazzini au sujet de l'héritage, pas seulement de l'héritage, je dirais, mais également des origines et du Risorgimento. Je pense notamment aux différentes thèses, en particulier de historiographie antifasciste. D'un côté, l'historiographie qui faisait référence au parti d'action, al Partito d'Azione, donc la storiographia azionista, et de l'autre côté, l'historiographie communiste. Donc, une question historiographico-politique devenue particulièrement emblématique, je dirais, de cette époque de